C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, à moins de 16 heures, certains diront même moins de 12 heures de la fin du mandat de Benny Gantz, la crise politique qui se prolonge depuis maintenant un an en Israël atteint aujourd'hui son paroxysme. Hier, à 22 heures, Benny Gantz et Benjamin Netanyahou se sont rencontrés pour un dialogue de la dernière chance. Et il semble que cette rencontre se soit soldée par un échec, puisqu'après une heure de discussion, le Premier ministre a publié un post dans lequel il a accusé Benny Gantz de vouloir former un gouvernement minoritaire avec le soutien des partis arabes. Quant à Benny Gantz, il a déclaré « Nous ne renoncerons pas à nos principes ». Au sein de Bleu Blanc, on a affirmé durant la nuit, et cela est par exemple mentionné dans le Maariv de ce matin, que l'on fera jusqu'au dernier moment tous les efforts nécessaires pour former un gouvernement, mais que si ces efforts ne sont pas couronnés de succès, alors Benny Gantz rendra ce soir son mandat au président Rivlin. D'autres sources au sein de Bleu Blanc, citées dans le Israël Hayom, affirment que c'est Yair Lapid qui contrôle actuellement tous les faits et gestes de Benny Gantz. Ce matin, pour résumer la situation, le Yediot Aharonot nous montre une photo de Benjamin Netanyahou et de Benny Gantz séparés par une chaise vide, peut-être celle d'Avigdor Lieberman, et le journal parle de drame politique. Nous sommes au summum de l'imbroglio, titre le Yediot Aharonot, qui confirme que la réunion d'hier soir s'est terminée sans résultat et qui rappelle que c'est aujourd'hui vers midi que Avigdor Lieberman annoncera quel camp, de celui de Benny Gantz ou de celui de Netanyahou, il a l'intention de rejoindre avec son parti. Quant au Israël Hayom, il titre sur deux mots ce matin, des contacts et des accusations. Et comme s'il renonçait à attendre ce soir, le quotidien proche de la droite israélienne offre ce matin à ses lecteurs un mini-guide qui leur explique ce qui va se passer après que Benny Gantz ait rendu son mandat au président Rivlin. Le journal détaille cette période de 3 semaines au cours de laquelle la balle politique va passer dans le camp de la Knesset, comment le président Rivlin va convoquer le président de la Knesset, Edelstein, pour lui demander de trouver parmi les 120 députés celui qui, durant cette période de 3 semaines, sera capable de réunir autour de son nom 60 signatures de parlementaires. Les journaux mentionnent également ce matin la rencontre d'hier entre Benjamin Netanyahou et le président Rivlin, une rencontre au cours de laquelle le président a sermonné le Premier ministre pour avoir qualifié dans une de ses allocutions les Arabes israéliens de menace existentielle pour l'État d'Israël. Qu'écrivent les éditorialistes ce matin? D'abord, ils sont moins nombreux qu'à l'accoutumée dans ce genre de circonstances, comme si d'une certaine manière, même les commentateurs les plus avisés s'étaient déjà résignés et attendaient patiemment que Benny Gantz remette son mandat avant d'envisager la suite à donner aux événements. Mais tout de même, Mati Tourfeld, ce matin, dans le Israël Hayom, croit savoir que la direction de Bleu Blanc pousse un Benny Gantz hésitant vers une voie sans issue. Tourfeld affirme que le système de prise de décision au sein du cockpit de Bleu Blanc est totalement affecté, d'abord parce que cette direction est composée de 4 chefs qui ont des intérêts divergents, mais surtout parce que Benny Gantz s'avère incapable de prendre une décision de la plus simple à la plus complexe. Fin de citation. Quant à Merav Batito, dans la page éditoriale du Yediot Aharonot, elle est persuadée, elle, que ni Benny Gantz ni Benjamin Netanyahou ne veulent d'un gouvernement d'union nationale, sinon ils n'auraient pas attendu la dernière minute pour tenter de le former. Alors au bout du compte, le constat est douloureux. Il ne s'est pas trouvé dans la classe politique israélienne de personnalité suffisamment courageuse pour accepter de renoncer à ses exigences personnelles. Personne n'a fait montre de créativité et surtout personne n'a fait montre de leadership, écrit Merav Batito dans le Yediot Aharonot. Voilà ce que l'on peut lire dans les 2 principaux quotidiens et que l'on peut consulter dans les sites d'information de ce matin liés à la crise politique. Quant à la presse israélienne et les sites, ils reviennent également sur la décision historique de l'administration Trump de reconnaître la légalité des implantations juives en Judée et Samarie et de ne plus considérer ces 2 régions comme territoires occupés. Le Israël Hayom détaille comment la décision a été prise au sein de l'administration Trump, comment durant le mandat de Barack Obama, John Kerry s'était farouchement opposé à une telle redéfinition, comment c'est l'ambassadeur des États-Unis en Israël, David Friedman, qui a fait campagne pour persuader le président Trump de la nécessité de modifier la définition de la Judée et de la Samarie. Comment il a fallu également attendre la démission de Rex Tillerson, l'ancien secrétaire d'État, qui n'était pas favorable, et son remplacement par Mike Pompeo, qui s'est avéré être beaucoup plus enthousiaste. Nadav Shragai, dans le Israël Hayom, écrit que de facto, cette décision américaine est une forme de reconnaissance officielle de la réalité existant en Judée et en Samarie, à savoir qu'il y a aujourd'hui sur place 200 localités juives qui rassemblent
rassemble plus de 450 000 résidents israéliens. C'est la récompense d'une action menée depuis des décennies par les pionniers de cette grande réalisation et c'est la preuve qu'ils ont bien fait de rester déterminés à clamer que la terre d'Israël appartient envers et contre tout au peuple d'Israël, écrit ce matin Nadav Shragai. Quant à Eldad Beck, le correspondant du Israël Hayom en Europe, eh bien, il publie un éditorial à charge contre l'Union européenne, qui selon lui est devenue l'obstacle principal à la paix dans la région. La réaction pavlovienne de Federica Mogherini en est la preuve, écrit-il. Il faut cesser de prendre au sérieux l'Union européenne tant que celle-ci continuera à soutenir nos ennemis. Fin de citation. Quant au Yediot Aharonot, il ne consacre à ce développement qu'une photo légendée montrant Binyamin Netanyahou qui s'est rendu hier dans le Gush Etzion et s'est entretenu avec les responsables des localités juives de cette région. C'est un instant historique pour lequel nous avons travaillé depuis longtemps, et a dit le Premier ministre, mais le Yediot Aharonot souligne que M. Netanyahou n'a pas pris d'engagement concernant l'instauration de la souveraineté juive sur la Judée et la Samarie, en dépit de la perche tendue par l'administration Trump depuis 2 jours. Quant à Lilar Sigan, dans le Maariv, elle déplore que dans la conjoncture politique actuelle, qui est particulièrement tendue et qui amplifie les clivages, nous ne soyons plus capables en Israël de nous réjouir ensemble, même d'une bonne nouvelle comme celle annoncée avant-hier soir par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo. Les journaux et les sites d'information reviennent ce matin avec un certain retard sur les tirs dans la nuit de lundi à mardi de 4 roquettes du territoire syrien vers le plateau du Golan, des tirs réalisés par les Iraniens qui, selon le Yediot Aharonot, obligent l'armée israélienne à modifier l'équilibre dissuasif face à l'Iran dans le nord du pays. En effet, écrit Yossi Yoshua, désormais l'Iran ne se cache plus pour nous attaquer et cela doit nous pousser à modifier notre approche sécuritaire face à ce pays. Les sites d'information mentionnent déjà les raids aériens de Tsahal de la nuit dernière dont nous avons parlé dans le journal d'information contre une vingtaine de positions iraniennes et syriennes en Syrie, en riposte justement à ces tirs d'hier. Au passage, les journaux se font l'écho de l'inquiétude des habitants des localités frontalières du nord du pays, des habitants israéliens, qui constatent bien qu'ils ne disposent pas d'abris blindés pour se protéger en cas de tir de missiles. Les quotidiens et les médias se font également l'écho ce matin de la protestation de la communauté éthiopienne contre les conclusions de l'enquête de la police des polices dans l'affaire de la mort de Salomon Teka il y a quelques mois. Des conclusions que les notables de la communauté trouvent relativement clémentes envers le policier qui a tué donc Salomon Teka lors de cette altercation qui avait fait beaucoup de bruit et provoqué de véritables émeutes du côté de la communauté des originaires de l'Éthiopie. Et puis pour terminer, jetons un coup d'œil sur les sites d'information orthodoxes qui sont focalisés depuis hier sur la visite historique, là encore, du rabbi de Satmar en Israël, ou plutôt devrions-nous dire en Eretz Israël, puisque le rabbi de Satmar, le Rav Teitelbaum, ne reconnaît pas l'État hébreu et même lui vaut une haine farouche qu'il a exprimée dès hier soir au cœur de Mea Shearim à Jérusalem lors d'un grand rassemblement de plusieurs milliers de ses fidèles qui partagent son idéologie. Il a par exemple fustigé les députés des partis orthodoxes pour leur participation à la vie politique en Israël. Et la question que se posent certains internautes qui réagissent hier soir à ce rassemblement très hostile à l'État d'Israël était: pourquoi avoir laissé entrer en Israël ce rabbi alors que l'on bloque aux frontières ceux qui s'identifient avec le BDS? Une question à méditer. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce matin.